Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un énième Vlil. On est déjà à plus de 200 rencontres et ça continue. Et ce soir avec Stéphanie Boulet, qu'on va présenter rapidement, qui a donc écrit À l'abri des hommes et des choses aux éditions de l'Observatoire, qui est sorti cette année euh, en France, mais il a été diffusé et publié au Québec en 2016. Et on parlera du temps de vie d'un livre aussi peut-être, puisque là, c'est une nouvelle vie qui commence en France sur le public français et on est ravis de vous découvrir aujourd'hui et de découvrir votre plume parce que votre plume est singulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pour une présentation rapide, vous êtes musicienne avec votre sœur qui formait le duo des sœurs Boulet. Euh, et ça fait déjà quelques années que vous êtes musicienne et écrivain, donc plus tardivement. Et on va parler justement de cette entrée en littérature. Comment vous avez décidé à un moment donné de vous séparer, entre guillemets, de votre sœur, bien sûr, et de vous lancer en littérature, même si on sait que c'est vous qui écrivez les paroles des textes. Donc vous aviez déjà ce petit attrait d'écriture. En fait, c'est drôle parce que j'étais en Europe quand j'ai commencé à travailler sur le roman. Ma sœur puis moi, on était en tournée en Suisse, dans les Alpes. Puis on avait des journées où on travaillait pas, où on n'avait pas de spectacle. Puis tout le monde allait skier, puis moi, je restais dans le petit chalet, puis j'écrivais. J'ai commencé à travailler sur ce livre-là parce que tu sais, on avait fait beaucoup de tournées, j'étais toujours partie de chez moi, puis j'étais toujours en mode, en représentation un peu, dans mon personnage, entre guillemets, public. Puis je trouvais ça, quand j'aime ça, faire ça, comme être à la télé, j'aime ça passer à la télé quand il y a des caméras, j'aime ça faire des sessions photos, j'aime ça faire des entrevues, mais à un certain moment, je sens que je perds le contact un peu avec moi-même puis avec la réalité. Puis j'étais dans cet état-là quand j'ai commencé à travailler sur ce livre-là. Puis ça a été vraiment une façon d'essayer de me retrouver dans ma solitude, d'essayer de me retrouver dans un contexte où personne me regarde, où personne me juge, où je suis pas considérée pour mon physique, ma voix, ma prestance, mon charisme, mais pour d'autres raisons. Donc, ça a été comme une façon de repartir à la recherche de moi-même, je dirais. Puis aussi, ce qui est étrange un peu, c'est que j'ai plus l'impression que c'est la musique qui est arrivée par accident dans ma vie, puis je me sens un peu plus imposteur comme musicienne que comme autrice. Euh, Parce que oui, dans mon projet, c'est surtout moi qui écris les textes. Ma sœur aussi en écrit quelques-uns, puis je touche un peu à la musique aussi, mais je me considère vraiment plus outillée en littérature avec les mots qu'avec les notes de musique, avec les instruments de musique. Puis quand j'étais jeune, c'était vraiment plus la littérature qui m'intéressait que la musique. Puis même, je pensais que j'avais pas de talent en musique, mais je sentais que j'avais quelque chose à dire quand j'écrivais. Puis un de mes passe-temps favoris quand j'étais vraiment jeune, c'était d'inventer des histoires. J'avais des carnets, puis j'inventais des personnages. Puis je me rappelle de l'émoi que ça créait chez moi, de relire quelque chose que j'avais écrit, inventé à partir de rien. Je trouvais qu'il y avait une certaine magie là-dedans. Puis je me rappelle, c'est dans mes vifs souvenirs mes premiers souvenirs de toucher à la création, c'est vraiment avec la littérature, avec les mots. C'est juste que c'est venu après, professionnellement, après la musique, mais c'est vraiment une façon de revenir à mes souches, à mes racines, en fait. Ouais. Votre premier éditeur, Québec-Amérique, dit que vous êtes d'apparence une chanteuse qui écrit, mais en réalité plutôt une auteure qui chante. C'est intéressant comme Ouais. formule. Mm, mm. En effet, on sent ce rythme-là, cette singularité-là dans votre écriture. Puis c'est étrange en même temps parce que, tu sais, après ce roman-là, j'ai écrit Anatole qui ne séchait jamais, un album jeunesse, vraiment pour les enfants. Puis depuis, en ce moment, je travaille sur un roman, mais j'ai pas encore touché à nouveau à cette... euh, Quand j'écris À l'abri des hommes et des choses, j'étais comme en état de transe, là, presque, là, comme
un émerveillement continu. J'avais l'impression que c'était pas moi qui écrivais, j'avais l'impression que c'était les personnages qui me laissaient découvrir leur histoire. C'était comme si ça venait pas de moi, cette histoire-là, vraiment. J'avais l'impression de toucher à quelque chose d'absolu presque, là. Puis ce sentiment-là m'est pas revenu encore depuis ce roman-là. Donc, il y a une partie de moi qui a peur que ça ait juste été comme un accident, puis que je sois plus capable d'écrire, que j'ai pas vraiment ça en moi, que ça a été comme un hasard ou euh, ouais, c'est vraiment bizarre. Par rapport à ça, le premier roman est sorti en 2016. Ensuite, donc, vous avez écrit pour la jeunesse, vous l'avez dit, et Mhm. ensuite, vous avez participé à des recueils de nouvelles, Ouais. quelques-uns. Et on comprend mieux le format de ce genre-là, puisque votre roman, À l'abri des hommes et des choses, se compose, alors pas de nouvelles, mais ce sont des chapitres extrêmement courts, extrêmement punchy. Qu'est-ce que vous aimez justement dans cette littérature-là qui va vite, qui a du rythme et qui permet d'aller à l'essentiel sans faire des tonnes. Ben, Est-ce que c'est c'est le très format vrai. musical? Est-ce que c'est le format musical qui vous contraint forcément à 3 4 minutes de chanson qui aussi éveille chez vous en littérature ce besoin-là? Comme de fulgurance, là. Peut-être, forcément, inconsciemment, j'ai probablement moulé mon cerveau à aller directement à l'essentiel. En même temps, paradoxalement, quand j'écrivais ce roman-là, ça me libérait justement de ne pas avoir à suivre une structure en comptant les vers avec les rimes. Ça m'a vraiment fait du bien justement de me libérer de ce carcan-là qui impose un peu la chanson. Euh, Puis en même temps, j'avais l'impression que c'était pas tant un trait inhérent à mon écriture en général, tu sais, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de marqueur de temps, pas vraiment de marqueur d'espace. C'est comme si on ne sait pas c'est où que ça se passe, on ne sait pas c'est à quelle époque, c'est pas inscrit dans le temps et l'espace. Puis je pense que c'est pas tant mon écriture qui est comme ça que la vision de la vie qu'a ma narratrice qui vit vraiment dans le moment présent, qui a de la difficulté à savoir justement on est quand, on est où, qui n'a pas beaucoup le sens de l'orientation, qui n'a pas beaucoup le sens du temps qui passe, mais qui est plutôt dans l'observation vraiment, est vraiment dans la pleine conscience, là, tu sais, comme ce qu'elle voit, c'est comment la lumière tombe sur le paysage, c'est quoi la température de l'eau, c'est quoi la température de l'air. Elle se fie vraiment sur des trucs du présent pour se situer dans la vie. Puis je pense que c'est ça qui a appelé aussi le format avec les chapitres courts, avec pas beaucoup de marqueurs, ouais. Par rapport à ce texte-là, donc ça fait quand même 6 ans. Qu'est-ce Ouais. qu'il vous reste de ce texte-là après les 6 ans? Est-ce que, parce que pour nous, évidemment, c'est plutôt nouveau, c'est neuf, évidemment, on découvre votre plume, mais pour vous, j'imagine que il s'en est passé des choses depuis 6 ans. Quel impact a eu ce texte-là depuis 2016 chez vous? C'est drôle parce que justement en travaillant, j'ai retravaillé le livre un peu, la version qui a été publiée en France versus la version qui a été publiée au Québec. Je suis retombée dedans en même temps que j'essayais d'écrire quelque chose de nouveau. Puis je me suis rendu compte que je pouvais pas travailler sur quoi que ce soit pendant que je travaillais sur À l'abri des hommes et des choses parce que justement la narratrice est encore, c'est comme si ça m'avait jamais quittée. Puis au point où, quand j'ai sorti le livre au Québec, les gens me demandaient, mais ça sort d'où? Elle sort d'où ce personnage-là? Pourquoi parler de cette histoire-là? Puis j'avais l'impression, puis je pense que les gens avaient encore plus l'impression que c'était très loin de moi, que c'était totalement fictif. Puis même moi, à un certain point, je comprenais pas vraiment d'où ça venait. Puis plus le temps passe, plus je me rends compte que cette narratrice-là, c'est une espèce de part de moi que j'ai cherché à cacher toute ma vie, puis dont j'ai eu honte toute ma vie, puis que j'ai essayé de masquer, en fait, en développant des techniques de camouflage pour avoir l'air le plus normal possible, puis fonctionner le plus facilement en société sans être repéré un peu, là. Puis encore plus dans la dernière année, parce que, en tout cas, c'est peut-être trop intime ce que je raconte, mais je suis allée voir une neuropsy, puis j'ai appris que mon cerveau était neurodivergent, puis
je le savais pas toute ma vie. Je pensais que, que j'étais juste plus déprimée que la normale ou un peu plus bizarre que les autres, mais que j'avais juste à travailler ça, puis que j'allais apprendre à fitter, un peu comme on dit, là, dans la masse. Puis vraiment, ce personnage-là, je pense qu'il est arrivé à moi, est apparu à moi un peu pour que je reconnecte avec cet enfant-là que j'ai été, puis que j'ai senti tellement inadéquate, puis que j'ai tellement voulu dompter pour qu'elle soit normale, pour qu'elle ait des amis, pour que personne remarque sa différence un peu. Puis ça a été comme une façon de la reconnaître, genre de la prendre dans mes bras, là. C'est super cliché, là, un peu l'enfant intérieur, euh, mais oui, donc tout ça pour dire que pour répondre à votre question, ce personnage-là me quitte pas vraiment. Puis même que je pense, je sens toujours que j'ai de la misère à écrire d'autres choses, vraiment, là, à parler de quelqu'un d'autre. C'est comme si à chaque fois je m'assois puis je me mets à taper ou à écrire, c'est cette voix-là qui me revient. Donc, c'est ça. Ça m'habite, ça part jamais vraiment. Avant de revenir sur ce que vous venez de dire, vous avez dit juste avant que, en effet, vous aviez retravaillé le texte en français. Comment ça s'est passé? Catherine, par exemple, dans le chat, demande si c'est au niveau de la langue, si c'est au niveau de l'histoire. J'imagine que l'histoire est la même. Mais au niveau de la langue, qu'est-ce que vous avez réellement adapté par rapport au J'ai texte? j'ai presque pas adapté la langue, voire pas adapté la langue, parce qu'après discussion avec mes deux éditrices à l'Observatoire, ben, premièrement, j'espérais de ne pas avoir à retravailler ça parce que je trouve que la langue est justement tellement inhérente à la voix de la narratrice que j'avais pas envie de la diluer. Mais j'ai senti aussi chez l'Observatoire que euh, Dana et Flandrine aimaient justement cette façon-là le langage, en fait, était très important pour elle. Donc, j'ai pas adapté le langage. Ça a été plus au niveau. J'ai vraiment l'impression que qu'en 5 ans, la société, je sais pas comment ça se passe en France, mais la société québécoise a beaucoup évolué au niveau euh, je sais pas, des luttes sociales, de faire attention à comment on nomme les choses pour ne pas offenser certaines personnes. Puis je pense que la version qui est sortie en France est juste un peu plus woke, là. J'aime pas ça le dire de cette façon-là, mais il y a des choses que quand je me suis relue m'ont offensée dans ma façon de parler de certaines choses. Je trouvais que tu sais, comme, mettons, Titi, la, celle qui habite avec ma narratrice, là, je veux pas donner de punch, mais Titi, elle est grossophobe. Comme, ça fait partie de sa personnalité. Donc, ça, je l'ai pas enlevé. Mais quand je sentais que moi qui écris a des tics grossophobes avec la moi qui regardait la moi de 2016 était comme ça, c'est pas nécessaire, tu sais. C'est comme si j'avais évolué, puis c'est vraiment plus à ce niveau-là que j'ai retravaillé, mais très peu au niveau des mots un peu plus québécois ou de. Ouais. Non, ça, il faut surtout pas toucher, hein. Et de moins en moins, d'ailleurs, de plus en plus, les livres québécois ne sont plus touchés. Il n'y a plus de lexique dans les livres français. Et tant mieux, parce qu'il faut que le mot vive, la langue vive. Et je trouve que vous avez créé quasiment une nouvelle langue. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce personnage-là, il crée quelque chose au niveau linguistique, puisque les mots s'enchaînent, les mots virevoltent entre eux. Il n'y a pas forcément une narration stéréotypée. Donc, il y a beaucoup de poésie aussi. On parlera du rôle de la poésie après. Mais j'aimerais savoir comment, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez cette petite voix dans votre tête, et on le comprend forcément en vous lisant, c'est évident. Euh, vous vous sentez mystérieuse et étrange, ça vous l'avez dit en filigrane, et je vous cite dans le livre, la narratrice dit, ce n'est pas facile d'être à l'intérieur de moi, et des fois je préférerais plutôt être à côté pour pouvoir me sauver en criant. Est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce que cette petite voix-là dans votre tête, est-ce que c'est peut-être la phrase qui résume votre état d'esprit quand vous écrivez à l'abri des hommes et des choses? C'est très bien vu, en fait. Je trouve que ça décrit exactement comment je me. C'est pas que ça.
Je ne suis pas que ça, mais il y a une grande partie de ma personnalité qui est vraiment d'essayer, je sais, je cherche mes mots, mais d'essayer d'amenuiser ces traits-là que j'ai qui sont un peu étranges et pour lesquels je me sens inadéquate en société, euh, dans les rassemblements sociaux, dans les parties, dans les foules, avec des gens que je connais pas beaucoup. J'ai pas un gros cercle d'amis, j'ai un cercle très, 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 très restreint, mais j'essaie toujours de paraître très amicale ou d'être souriante, d'avoir, de savoir comment converser avec les gens. Puis quand je suis dans les gens, je suis capable d'avoir l'air normal. Mais après ça, je rentre chez nous, puis je suis épuisée. Puis c'est dans ces moments-là où je me dis, j'aimerais tellement ça, être quelqu'un d'autre, pas me sentir comme ça constamment. Puis en même temps, je dis ça, puis j'ai l'impression que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sentent comme ça, que tu sais, j'en parle parce que j'ai l'impression d'être la seule à me sentir comme ça, mais je pense que je suis vraiment pas. Je pense juste que on s'est tous développé un faux self un peu pour fonctionner de façon fluide en société. Puis c'est justement, ce personnage-là, c'est cet état d'esprit-là, mais en distillé. C'est l'huile essentielle de ça que j'ai en moi qui voudrait pouvoir se sauver de soi-même. Est-ce que c'est la société justement qui comment dire, vous oblige, vous contraint? Est-ce que vous auriez envie d'aller plus loin et de vous libérer de cette partie-là de vous? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer cela. Vous êtes musicienne, vous rassemblez des foules, vous avez affaire à un public constamment, que ce soit en littérature, mais surtout en musique. Comment vous faites justement pour regarder ces deux visages-là? Je pense que c'est en passant beaucoup de temps toute seule, tout simplement. Puis justement, l'écriture me permet ça, puis c'est pour ça que j'y reviens toujours après une opération plus spectacle, promotion, visibilité. Euh, c'est vraiment de mesurer mon temps puis d'arriver à avoir un ratio à peu près 30-70 là. 30 dans les gens où là, je suis reposée, j'ai envie, je suis capable d'avoir de l'ouverture à l'autre, j'ai de l'énergie, puis 70% où je travaille de chez moi, je suis toute seule, je fais mes courriels, puis je crée aussi pour me ressourcer. C'est vraiment ça. Parce que c'est vrai que c'est un roman, un grand roman sur la solitude. Une solitude qui est dans tous les compartiments, pour tous les personnages quasiment, Oui. excepté pour Titi à un moment donné, mais sinon la solitude est totale à chaque fois. On sent chez vous aussi cet attrait pour... C'est un attrait et en même temps peut-être un regret, je ne sais pas. Mais il y a quand même ce fondement-là de la solitude à travers À l'abri des hommes et des choses qui innerve totalement le roman. Et on a envie de vous soutenir, on a envie de soutenir cette narratrice. Je dis vous, mais c'est la narratrice, bien sûr. Mais on a envie de soutenir cette narratrice, parfois de la réconforter, comme ça se passe régulièrement dans ce genre de choses. Mais j'aimerais que vous développiez justement cette idée de solitude qui traverse la narratrice et apparemment aussi votre propre esprit d'écrivain. Je pense que c'est une de mes obsessions. C'est pas tant une idée qu'un sentiment, mais ouais, je dirais ce sentiment-là que peu importe combien on est entouré dans la vie, peu importe si on a des amoureux, des enfants, des amis, des parents qui sont présents pour nous, en tout cas, moi, je me sens toujours profondément seule. Puis je pense que je suis allée puiser peut-être dans mes problèmes d'attachement reliés à ma famille, j'ai pas du tout la même histoire que ma narratrice, mais cette espèce de, je pense que la solitude de la narratrice, elle est ancrée dans son expérience de vie, c'est-à-dire que tout le monde l'a toujours abandonnée, en fait. Donc, elle s'est développée cette espèce de facilité-là à se débrouiller toute seule.
Puis c'est paradoxal parce que elle se sent incapable de faire quoi que ce soit. Elle sent que si elle était jetée dans le monde toute seule, elle serait pas capable de se débrouiller. Mais pourtant, c'est probablement le personnage qui a la vision la plus lucide Lucide. sur la vie, exact. Puis qui comprend le mieux toutes les subtilités. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui me fascine beaucoup, cette espèce de dualité-là entre à la fois se sentir, encore une fois, inadéquat, seul, difficulté d'attachement, mais en même temps d'être très autosuffisant, euh, très authentique aussi. Elle est très, tu sais, elle pourrait essayer de se mouler à ce que les autres attendent d'elle, essayer de trouver des stratagèmes pour créer des liens. Ben, elle le fait avec Caroline, mais c'est comme si ultimement, il y a une force en elle qui vient justement de cette situation-là où finalement, elle s'est toujours organisée toute seule pour tout dans la vie. Mais en même temps, cette espèce de vide-là qui est difficile à remplir, dans le fond, il n'y a jamais personne qui va rester pour moi, tu sais. Mm. C'est intéressant que vous parliez du sentiment d'abandon, parce qu'en effet, tout au long du livre, on a l'impression que les uns les autres s'abandonnent, que ce soit mentalement ou physiquement. Euh, Vraiment. ouais. Est-ce qu'il y a une fêlure dans ce sentiment d'abandon pour qu'il soit aussi présent dans ce roman? Pourquoi autant d'abandon? Est-ce qu'aujourd'hui, en plus, vous disiez que vous parliez de la solitude et en même temps, aujourd'hui, la solitude, c'est pas forcément quelque chose de vu de manière positive. C'est Ouais. plutôt totalement l'inverse, que ce soit l'indépendance, la solitude, on est plutôt dans quelque chose au contraire de plus général, de plus collectif. C'est quelque chose de fort que vous affirmez là à chaque fois. Mais sur cette notion d'abandon-là, il y a quand même, on sent des fêlures en tant que femme peut-être, mais surtout en tant qu'écrivain. Et j'aimerais que vous nous parliez de cet abandon lié à la solitude, puisque la solitude découle sûrement de l'abandon. Oui. Puis ça, c'est un truc, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, mais quand je relis les nouvelles que j'ai écrites ou même les textes un peu plus personnels que j'ai écrits dans des collectifs, c'est toujours le thème central à tout ce que j'écris, là. Puis on dirait que j'ai tendance à me juger pour ça, à vouloir me censurer puis à me dire, ah, mais il faudrait que j'aille ailleurs. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui se réconforte parce que je regarde d'en bas mes idoles comme Marguerite Duras qui a pratiquement écrit le même livre toute sa vie de différentes façons, en fait. Puis là, je me dis, ah, si Marguerite peut le faire, ben c'est correct, je peux m'étaler dans mes blessures d'enfance, mais c'est définitivement, même si j'essayais d'aller ailleurs, c'est comme si mon inconscient me ramène toujours là parce que, bien évidemment, que j'écris pour essayer de combler un vide aussi, pour essayer d'exprimer quelque chose en moi que j'arrive pas à exprimer d'une autre façon. Donc, forcément que si je crée un personnage, elle va brûler des mêmes brûlures que les miennes. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui vient de la petite enfance, là, tu sais, de quand on est même un bébé, des trucs dont on se souvient même pas, qu'on sait même pas que c'est là, mais on le sent. Euh, c'est comme ça, c'est comme une ombre qui nous accompagne, de laquelle on peut jamais se débarrasser. Donc oui, forcément, ça va aller dans mon écriture. Qu'est-ce qui a justement mis en évidence le fait que vous alliez davantage sur la littérature, sur un roman, plutôt qu'un récit autofictif? Ça aurait pu être le cas, on sait que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, à mon grand regret, mais justement ce point de vue-là, puisqu'en effet il y a des points communs avec votre vie personnelle, qu'est-ce Mhm. qui a fait le déclic? Qu'est-ce qui a été le déclic pour que vous l'adaptiez de manière romanesque et qu'en effet cette histoire ne ressemble en rien à l'histoire de votre vie? Est-ce que ça a été Je- une tentation aussi, ou peut-être à un moment donné? Oui, c'est toujours une tentation. Encore même aujourd'hui, je suis toujours en train de me demander s'il faudrait que j'écrive plus proche de moi.
Puis en même temps, je pense que la réponse à votre question, c'est vraiment la pudeur qui m'a empêchée d'aller là. Parce que je veux pas blesser des gens, parce que je veux pas exposer des gens qui ont pas demandé à être exposés, puis aussi parce que j'ai pas nécessairement raison de penser comme ça, mais je me sens toujours comme si j'avais une espèce d'image publique, de moins en moins, là, parce que je la craque de plus en plus, ma façade publique, mais je pense qu'il y a une partie de moi, surtout à cette époque-là, qui avait besoin de protéger une certaine, euh, une certaine image publique que je voulais peut-être un peu plus lisse et plus parfaite qu'elle ne l'est réellement. Donc, j'aurais pas osé aller directement dans l'autofiction. Ceci dit, je suis toujours tiraillée parce que c'est quand même un style, contrairement à vous, visiblement, c'est quand même un style que j'apprécie parfois, pas toujours. C'est quand même une forme de texte qui m'intéresse. Ça dépend qui, ça dépend comment. Il faut que ça soit intéressant pour moi, littérairement parlant aussi. Mais, euh, mais je pense que ça me fait plus de bien quand je parle de quand je parle de moi, mais sans avoir l'air de parler de moi. J'ai plus l'impression de que ça m'est thérapeutique puis de me libérer de quelque chose, alors que si j'écris vraiment sur moi sans détour, ça me terrifie puis ça me fatigue puis ça me vide, ça me draine en fait. Ouais. C'est aussi mon avis sur les récits autofictionnels qui en effet Voilà. deviennent de plus en plus nombreux, mais malheureusement de Ouais. moins en moins évidents littérairement et de moins en moins de Exact. qualité, ce qui est dommage. J'aimerais qu'on revienne sur ce personnage principal que vous ne nommez pas d'ailleurs. On en parlera juste après, mais d'abord sur cette fausse candeur parce qu'elle est faussement candide. Elle a pardon, un regard beaucoup plus lucide que certains hommes. Elle porte en elle un handicap ou une maladie, vous ne le dites jamais. Euh, Non. Quoi qu'il y ait un passage qui peut porter la chose sur la bipolarité, puisque c'est quelque chose de double. Clairement, il y a un passage qui évoque potentiellement une bipolarité. Ça, vous allez nous en dire davantage, mais vous ne voulez pas justement, je pense, hein, vous n'avez pas voulu citer, nommer une maladie particulière pour peut-être englober toutes ces personnes qui se sentent peut-être mésadaptées, inadaptées au monde et à la société. Voilà, puis c'est aussi, c'est quelque chose j'ai pas réfléchi avant d'écrire à mon personnage va être particulière ou va avoir quelque chose de spécial. C'est vraiment quelque chose qui m'est apparu sans que je veuille le contrôler. Euh, c'est aussi parce que, tu sais, j'ai déjà fait des entrevues où les gens me disaient, oui, mais qu'est-ce qu'elle a? Puis, est-ce que les gens voulait faire de ce roman-là quelque chose de presque engagé pour parler de certains euh, troubles ou puis je veux pas aller là parce que je me suis pas j'ai pas fait de lecture, je me suis pas informée, je me suis pas documentée sur un quelconque trouble avant d'écrire ça parce que c'était pas ça mon but, mon plan au départ. Puis c'est juste à la fin, quand j'ai terminé mon écriture, là, j'ai fait des recherches. Puis là, j'ai trouvé après qu'est-ce qu'elle avait. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment étrange parce que c'est comme si inconsciemment, puis c'est des troubles que je connaissais pas, en fait. C'est ça que j'ai trouvé fou, puis qui renforce encore une fois cette impression-là que c'est pas moi qui ai fait ce travail-là, puis que c'est vraiment comme si ce personnage-là existait déjà avant que je décide de parler d'elle, parce que justement, je connaissais rien dans ce genre de troubles-là, puis c'est à la fin, quand j'ai fait des lectures, que j'ai fait son diagnostic en post-mortem. Mais encore une fois, je trouve ça quand même important de pas figer, puis de pas, je sais pas comment dire, justement un peu comme vous dites, tu sais, pour englober, pour embrasser.
euh, la différence sans essayer de la, comment je pourrais dire, de l'emprisonner, en fait, dans une boîte, dans un moule. dans un moule, ouais, exactement. Et justement, par rapport à ça, vous ne mettez pas dans un moule non plus cette adolescente, parce que c'est le seul élément qu'on peut avoir, c'est l'adolescence, et ça se retrouve dans votre livre jeunesse juste après. Oui. Vous ne donnez pas de prénom, vous ne donnez pas forcément de lieu, même si on parlera peut-être de la Gaspésie après. Mais cette adolescente-là, elle est surprotégée puisqu'elle vit avec cette fameuse Titi, dont on ne sait rien non plus et dont on saura peut-être l'issue Mhm. plus tard. Euh, le récit commence extrêmement fort puisque elle n'a pas de parents, contrairement à tous ses copains de classe. Ça commence déjà par une certaine différence évidente dans le milieu scolaire, mais surtout elle est surprotégée à l'abri des hommes et des choses. J'aimerais que vous nous parliez de ce cocon-là. C'est particulier et c'est pas forcément non plus bien vu dans la société actuelle de mettre un enfant dans un cocon aussi puissant, aussi fort. C'est intéressant Mhm. cette surprotection que vous lui donnez. Puis c'est encore une fois, c'est paradoxal parce elle est surprotégée, puis en même temps, elle est pas du tout protégée. Elle est comme surprotégée en apparence, mais en réalité, Titi lui fait vivre des choses qui sont inimaginables pour des enfants. Donc, je pense que les intentions de Titi ne sont pas de la protéger, mais de se protéger elle, en fait. Je pense que elle sait qu'elle est un parent, entre guillemets, euh, pas très compétent, puis que c'est vraiment une façon de pouvoir continuer à faire à sa tête, de pas se faire imposer un cadre, de pas perdre non plus cet enfant-là à sa charge. Ça, c'est certain qu'il y a ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus égoïste que protecteur, le cadre dans lequel il la met. Ouais. Mais là, je vous parle, je réfléchis à voix haute en ce moment parce que c'est pas tant. Il y a certaines de vos questions qui sont de très bonnes questions puis auxquelles j'avais pas vraiment pensé avant, honnêtement. Tant mieux. Tant mieux. J'aimerais qu'on parle du décor et de la nature parce que clairement, ça fait partie du roman et c'est, on va pas dire un personnage principal, mais quand même, il a quand même une grande place. Vous êtes né en Gaspésie et malheureusement, je ne suis jamais encore allé en Oh, pardon. votre sœur. Même pas! Juste que je me remette en plein écran. Donnez-moi 2 secondes. Je vous ai perdu. Là, je vous vois encore, hein. Stéphanie, c'est bon. Oui. OK, oui, je vous écoute. On parlait de la Gaspésie. Oui, la Gaspésie, je n'ai malheureusement jamais eu encore la chance d'y aller. J'espère bientôt. Est-ce que ce décor-là, est-ce que vous l'avez choisi sans le nommer? Quel impact peut-être a-t-il eu sur votre écriture? Est-ce que vous êtes aussi, je ne sais pas où vous vivez actuellement, mais si ça a changé peut-être, mais est-ce que c'est le décor de votre enfance qui a façonné l'écriture de votre livre ou au contraire un voyage ou en tout cas une virée quelque part qui vous a donné peut-être envie d'écrire ce roman-là? Est-ce qu'il y a eu un déclic naturel? Oui, le déclic, ça a été... En fait, pour répondre premièrement à votre question, ce n'est pas du tout inspiré de la Gaspésie, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça parce que le paysage que je décris peut quand même être similaire à celui qu'on retrouve en Gaspésie, mais c'est vraiment les voyages qui m'ont inspiré. Puis je me rappelle précisément du moment où j'ai eu l'idée, avant de commencer à écrire, j'ai eu comme un en fait, tout le personnage m'est apparu en tête. Puis c'est vraiment, ça s'est pas, là je vais vous le dire, là, d'habitude je ne le dis pas, mais ça s'est passé à Dawson City, au Yukon, au Canada, mais vraiment au nord, nord. Là, c'est un endroit, moi j'étais là en été en fait, puis c'est un endroit où, je ne sais pas si vous savez, mais le soleil se couche pas vraiment en été, puis il se lève pas vraiment en hiver. Puis j'étais là
C'est comme un village qui a un peu l'air du Far West, là. Les routes sont en terre battue. Puis la rivière que je décris dans le roman, qui est comme une moitié trouble puis une moitié claire, c'est à Dawson City que j'ai eu cette inspiration-là. Euh, Puis c'est ça, puis c'est le soleil de minuit. Il est minuit, tu as l'impression qu'il est 4 heures de l'après-midi, là, c'est vraiment particulier. Puis ça m'a mis dans un... J'étais là, on était là, je pense, 4 jours à peu près. Puis je me rappelle que ça m'a mis dans un état vraiment... on se sentait vraiment coupé du monde. Il y a peu de routes qui se rendent là. Je pense qu'il y a une route qui se rend là. Puis pourtant, c'est comme une espèce d'endroits où tout le monde converge, là. Il y a comme plein de gens qui vont là parce que c'est un peu mythique comme endroit. Puis il y a des gens qui disent que les minéraux qui forment le sol dégagent des énergies. Puis que, en tout cas, c'est vraiment un endroit magique. Puis je me rappelle d'avoir été dans un état euh, contemplatif là, extrême. Puis que le personnage m'est apparu à ce moment-là. Ouais. Très bien. Et je sais que le bandeau du livre parle de métaphores belles comme des caresses. Et c'est vrai qu'il y a des Mm. métaphores assez surprenantes, et notamment dans le milieu vestimentaire. J'en cite quelques-unes. Ils veulent des fois que tout devienne noir comme leur manteau noir de peine. Mais aussi, si je l'attrape, je le jure, je vais lui arracher toute sa fourrure pour m'en faire un gilet de fierté. J'ai trouvé qu'il y avait à chaque fois un champ lexical et des métaphores qui sont extrêmement bien senties, notamment de ce côté-là, du côté vestimentaire, allié à d'autres expressions. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Euh, est-ce que c'est aussi la musique qui vous a apporté ça? Est-ce qu'au contraire, ça vient chez vous naturellement? Qu'est-ce qui façonne vos métaphores? Parce qu'elles sont, alors on va pas dire qu'elles sont très nombreuses, mais il y en a quand même un certain nombre. J'aurais voulu en voir beaucoup plus, Stéphanie, je vous l'avoue. Euh, et peut-être encore plus de poésie, on parlera de la poésie juste après, mais on sent chez vous quand même cette facilité à envoyer des sortes de punchlines extrêmement ciblées sur les sentiments et sur les émotions notamment. Ben, premièrement, merci parce que je ne m'étais pas rendu compte par rapport aux vêtements. Puis pendant que vous parliez, je me souvenais aussi que je parle beaucoup de ces bottes. Tu sais, il y a beaucoup de... C'est vrai que je parle beaucoup des vêtements. Puis je sais pas pourquoi. C'était inconscient de ma part. Puis l'autre truc, c'est que... Est-ce que vous connaissez Richard Desjardins? Alors, on connaît Antoine Desjardins, mais je ne connais Mais pas pas Richard. Richard. Non, enfin, en tout cas, pas moi. Ah si, Euh, moi je connais. oui, vous J'adore. connaissez? Ah, Ah non, c'est juste merveilleux, Richard Desjardins. Ah, Ah, c'est... j'adore que vous connaissiez Richard Desjardins. Pardon. C'est mon. Non, ben non, merci d'en parler, mais moi, c'est mon idole. J'ai quelques idoles, mais il fait partie définitivement de mon top 5 là. C'est un auteur-compositeur de chansons, mais il a aussi écrit des livres. C'est aussi un militant pour toutes sortes de causes sociales et environnementales. Puis lui, en fait, ce que j'aime de lui, c'est que j'ai l'impression qu'il fabrique des nouveaux agencements de mots, en fait. Puis je trouve qu'il y a, pour moi, l'intérêt d'écrire, c'est pas de réutiliser des expressions qui existent déjà ou de réagencer des mots qu'on a vus déjà agencés des centaines et des centaines de fois, mais de trouver des nouveaux agencements de mots. Puis je pense que autant dans ce roman-là que dans ma façon d'écrire des chansons, je suis toujours à la... En fait, je suis à la recherche de deux choses quand j'écris. Je suis à la recherche de trouver l'émotion la plus brute, gênante, honteuse, mais vive qui soit, puis d'essayer de la distiller pour arriver à la raconter d'une façon où j'espère les gens vont se dire ah, c'est exactement comme ça que je me sens, puis je savais pas comment le dire, ou j'avais honte de le dire, ou j'avais peur de le dire. Ça, c'est mon premier but. Puis mon deuxième but quand j'écris, c'est d'essayer de tu sais, on s'entend, là, c'est prétentieux, puis c'est un peu un souhait c'est plus un souhait que
comment je pourrais vous dire ça? Je me dis pas c'est ce que j'ai réussi à faire, mais c'est ce que j'aspire à faire. C'est fabriquer des nouvelles images, euh, trouver des pépites d'or dans des agencements de mots qu'on n'aurait jamais imaginé ensemble, mais qu'une fois mis ensemble, ça crée une image nouvelle. Il y a Stéphane Lafleur aussi au Québec, qui est un auteur de chansons et un cinéaste qui fait beaucoup ça. Il crée des jeux de mots ou il utilise des sonorités similaires pour réagencer deux autres mots que il déconstruit des expressions, en fait, puis il change un mot dans l'expression, puis là, ça donne un tout nouveau sens. Puis pour moi, ça, c'est de la magie, puis c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans tout ce que j'écris. Il y en a un autre comme ça qui fait ça aussi très bien, c'est Charles Sagalan. Peut-être que vous Ah, connaissez. je connais pas. Québécois aussi, hein. Ah oui? Québécois, oui, Québécois qui publie chez La Peuplade et OK. ouais, et qui fait ça extrêmement bien aussi. Je crois que son premier texte, c'était Bric-à-brac, Bric-à-brac, je crois. Je vous enverrai le lien. Promis. Oui, c'est ça, j'allais dire, je me prends une note, mais si vous me l'envoyez, ça va être apprécié. Merci. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que vous parlez aussi très bien de l'amour. Et pourtant, on a lu beaucoup de choses sur l'amour. Et là, il y a une phrase quand même qui est... Je n'avais jamais pensé à cela, jamais imaginé ce genre de choses. Vous dites, l'amour, j'ai compris que c'est quelque chose qui se vide soit chez l'un ou chez l'autre, que parfois c'est partagé pour deux personnes en même temps, mais que dans ces cas-là, chacun en a moins. Je trouve ça beau d'imaginer aussi cette séparation justement dans les sentiments. Et c'est assez lucide et juste ce que vous dites, puisqu'au final, chacun en a moins, en effet. Alors que dans la solitude, clairement, il y en a plus. Mais c'est ça que ça me fait. Je, j'ai pensé à quelque chose pendant que vous parlez, c'est que, tu sais, on dit souvent que l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Puis, tu sais, je sais pas, quand on parle à un enfant, par exemple, puis que papa ou maman a un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, ben on dit, je t'aime pas moins parce qu'il y a des nouvelles personnes dans ma vie, parce que l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Mais je me rends compte que ma narratrice, c'est pas ça son expérience de la vie, en fait. C'est que elle, dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui apparaît, c'est comme si elle disparaît. Donc, je pense qu'elle se sent je dis elle, mais je pense que c'est quelque chose qui résonne en moi aussi, mais se sent très menacée par la présence des autres, parce que de son expérience, l'amour se multiplie pas, là, il se divise en fait selon qui est à la disposition de Titi. Euh, Puis je sais, on dirait probablement que quand j'ai écrit cette phrase-là, je l'ai créée en opposition avec la fameuse citation qui dit que l'amour se divise pas, mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est un hasard, puis je m'en rends compte là maintenant, en ce moment, pendant qu'on se parle. Mm. On n'a pas encore parlé, mais de la poésie, puisque cette narratrice a une sorte d'allié, une sorte de comment dire, d'un échappatoire. C'est la poésie, Ouais, avec ses poèmes bleus ou jaunes, ouais. ciblés sur ces couleurs-là. Ça, c'est extrêmement intéressant, qu'ils la maintiennent hors de l'eau. Comment vous l'envisagez justement, cette poésie dans votre écriture? Et je rebondis aussi sur les titres de vos chapitres, qui sont déjà poétiques, qui sont au cœur de chaque chapitre, bien sûr, mais ils auraient pu être le titre du livre à chaque fois. Je pense notamment à Les oranges de la vie que j'ai croquées avant. Mais je pourrais tous les prendre, un morceau de bois accroché à l'eau qui bouge, juste l'appeler sans nom du tout. Bref, je pourrais tous les citer parce qu'ils sont tous extrêmement poétiques. J'aimerais que vous nous donniez votre avis sur qu'est-ce que la poésie pour vous? Est-ce qu'elle s'insinue dans votre quotidien? Est-ce qu'au contraire, elle est plutôt uniquement liée à la littérature? Comment vous voyez la poésie Mm. aujourd'hui en 2023? C'est vraiment une bonne question parce que j'ai l'impression que la poésie, c'est un style auquel je peux pas toucher parce que je suis pas assez qualifiée. C'est comme si c'est un style d'écriture que je perçois peut-être à tort. Puis pourtant, j'en lis. Puis je le sais que c'est pas le but, dans la poésie, c'est pas de faire technique, puis c'est pas de faire compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il y a un hermétisme à la poésie ou quelque chose d'intimidant qui m'empêche de penser que je pourrais en faire, en fait. Puis ça me fait réaliser que c'est quand même étrange parce que
j'ai écrit des poèmes, mais que c'est pas moi qui a écrit, que c'est la narratrice. Il fallait comme que je crée, que j'écrive tout de même des poèmes, mais que c'est pas moi vraiment. Il fallait que vraiment je me mette dans comment elle les écrirait. Mais sont vraiment super candides, là. Tu sais, sont vraiment, c'est très, très simple et très candide, très naïf, un peu enfantin. Puis, ouais, je sais pas où je m'en vais avec ça, mais je trouve ça, je- peut-être que c'était une façon pour moi de toucher à la poésie sans sentir qu'il fallait que je sois plus compétente, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais Si, si. ouais, je pense que c'est peut-être ça. Et on sent chez vous et chez la narratrice ce manque de confiance. En Hmm. fait, elle manque de confiance en elle et elle manque surtout de confiance envers autrui. Elle n'arrive pas à faire confiance à quiconque puisque on lui ment. Elle découvre en effet qu'on lui ment. Mais ce manque de confiance-là, on le ressent aussi à travers vos propos. Ouais, Vous vous protégez derrière la narratrice. oui, définitivement. Puis tu sais, si vous parliez à mon cercle, ma garde rapprochée de 5 personnes, là, ça serait ça si vous demandez à quelqu'un de me décrire, en fait, ça serait ça dans les 2 ou 3 premières choses que la personne dirait sur moi, c'est ce manque de confiance-là, qui est aussi, je pense, une façon de me protéger euh, du rejet aussi, je crois, tu sais, comme en mettant les cartes sur table dès le départ, puis en disant je suis pas bonne, je suis pas belle, je suis pas douée, je suis pas. C'est comme une façon de faire en sorte que les gens ont pas d'attente, et pas d'attente envers nous, en fait. Puis je pense que c'est beaucoup plus. Parce que je pense qu'au fond de moi, puis c'est la même chose, je me rends compte pour la narratrice, je pense qu'au fond de moi, j'ai plus confiance en moi que ce qu'il n'y paraît, mais que c'est beaucoup plus une façon de communiquer euh, sans souffrir que d'être dans l'humilité, en fait. Puis je pense que c'est un peu ça que fait ma narratrice aussi. Ça se sent particulièrement. Je reviens sur les titres, j'en cite encore quelques-uns parce ils sont géniaux. Si j'ai trop faim, je ne tiendrai pas longtemps dans les airs. Elle a fondu un peu à force de boire des bières. Quelqu'un d'autre a déjà habité à l'intérieur de moi. Ces titres-là, est-ce que c'est le prémisse justement de l'écriture? Est-ce que vous avez, on sent, je ne sais pas si c'est la réalité, mais on sent, et certains écrivains le font aussi, ils créent d'abord un poème et ensuite déversent leur chapitre. Qu'est-ce qui a été le début de chaque chapitre? Est-ce que c'est un mini-poème? Est-ce que c'est une phrase? Est-ce que c'est une idée, une métaphore? Comment vous les avez créés, ces titres qui sont déjà dans le texte, qui sont déjà au cœur du texte? Et qu'on a J'ai plaisir vraiment à pigé. retrouver, qu'on a Oh, plaisir à pardon. retrouver dans le contexte justement d'une phrase totale. Oui. J'ai sorti les titres après coup parce que j'ai écrit le livre c'est un petit livre, là, mais je l'ai écrit en 3 mois. Puis c'était vraiment rapide, là, tu sais, comme je me posais pas de questions, je m'assoyais, j'avais de la misère, mes doigts avaient de la difficulté à suivre le flot de ma pensée. Fait que c'était très, très, très instinctif, très, très, très... c'est comme j'écrivais, puis à la fin, je me relisais, puis là, je comprenais qu'est-ce que je venais d'écrire, là. C'était fulgurant, en fait. Donc, c'était pas genre, je réfléchis à une belle phrase, puis après, j'étoffe autour. C'était vraiment, j'écris, trrrr, puis quand j'ai fini, je me relis, puis je vois que c'est cette phrase-là qui décrit le mieux l'impression qui se dégage de ce bout de texte-là. Ouais. En écoutant justement ce bruitage, il y a aussi beaucoup de bruitage dans le texte, notamment sur ces Hmm. silences pour consoler et pour accompagner dans le sommeil aussi cette narratrice. Et vous les avez laissés tels quels, justement pour jouer sur les sonorités et sur le rythme du texte. Ça, j'ai trouvé ça aussi très, très, très intelligent.
Mais j'aimerais que vous nous parliez aussi de cette protection, parce qu'en effet, c'est un roman sur la protection, et j'ai eu l'impression que celle qui était protégée va devenir protectrice à son tour. Il y a une inversion de la protection, et c'est intéressant que ce soit de prime abord le personnage le plus faible, entre guillemets, qui le fasse. Oui, mais ça, c'est, je pense que c'est un des trucs les plus importants de ce roman-là. C'est justement ben, la parentification, là, tu sais, que la narratrice finalement devient comme le parent de son parent, entre guillemets. Mais aussi, puis ça c'est péjoratif en fait, mais je trouve aussi qu'au-delà de la parentification, c'est une espèce de reprise de pouvoir. Puis c'est pas un livre pour lequel je voulais un happy ending où tout d'un coup tout devient beau, puis elle a confiance en elle, puis elle s'en va à travers la vie avec une légèreté dans le cœur. C'est vraiment pas ça, mais je voulais quand même qu'il y ait une reprise de pouvoir sur sa propre vie. Puis ça, c'est un des trucs que j'ai oublié en vous en parlant tout à l'heure, mais c'est un des trucs que j'ai retravaillé avec l'Observatoire, c'est qu'on a accentué cette reprise de pouvoir-là sur sa vie de ma narratrice, parce qu'à la fin, la fin originale était un peu plus dans le dépit et dans l'abattement. Puis sans faire un happy ending, on voulait. J'avais envie de ça aussi, là, parce qu'après coup, quand j'ai relu, c'est comme s'il y avait un non-sens dans la façon que le roman, dans la façon dont le roman se terminait. Puis j'ai trouvé ça important de. C'est comme si on avait bouclé la boucle, pas avec un happy ending, mais au moins avec un mouvement vers l'avant, en fait, de, de reprendre possession d'elle-même, puis d'assumer que dans le fond, euh, elle a, elle était pas seule en apparence, mais elle a toujours été seule au fond. Donc, aussi bien l'assumer et en tirer le meilleur. On a de la chance d'avoir lu la deuxième version alors, hein. Je reviens sur la confiance en elle, puisque je vous cite à nouveau, et c'est intéressant. Là, je pense que en tant qu'écrivain, évidemment, c'est une phrase qu'on ressent au plus profond de soi. La confiance, ça ne se rachète pas. Pardon, ça ne se rachète pas la confiance. Il faut la gagner, et avec moi, ça prend du temps. La gagner et aussi du temps, la perdre. Mais une fois qu'il n'y en a plus, je ne suis pas capable d'en fabriquer commercialement, et c'est tout. Merci, bonsoir. Ça, évidemment, c'est vous. Toutes ces phrases-là, clairement, ça fait partie de votre rapport au monde et de votre rapport aux autres. Et c'est ça qui est extrêmement touchant, c'est que vous le faites en effet avec une extrême pudeur, sans vous mettre en avant. Et ça, c'est plutôt, vous auriez pu tomber dans la facilité et justement utiliser l'étiquette des sœurs Boulay pour vous mettre en avant. Ça aurait pu être une voie de facilité. Je trouve ça très courageux de justement vous mettre en retrait et non seulement d'être seul, mais en plus de ne pas en avoir fait, d'en avoir fait pardon, un roman et non pas une autofiction. Voilà, c'est dit. Mais c'était vraiment important pour moi, justement, de ne pas de séparer ma carrière en musique et ça. Je voulais pas que ça soit. Je voulais pas que le lancement soit. Je sais pas comment expliquer. Je voulais pas que ça soit brillant, bruyant. Je voulais pas que ça soit showbiz. Je voulais pas. Tu sais, oui, c'est sûr que j'ai utilisé mes contacts puis qu'il y a des gens qui ont lu mon livre parce qu'ils connaissaient ma musique, mais je voulais pas jouer là-dessus. Puis je sais pas comment ça se passe en France, mais au Québec, il y a énormément de personnalités publiques qui publient des livres qui sont, comme vous dites, un peu surtout des autobiographies, des autofictions ou des ouvrages de croissance personnelle. Puis c'était vraiment important pour moi de pas aller là parce que justement, je voulais pas être perçue. Puis en même temps, il n'y a pas de mal à ça. J'imagine que tout le monde fait son chemin puis s'en sort du mieux qu'il peut. Mais j'avais quand même besoin égoïstement et dans mon ego de prouver euh, que j'étais pas une chanteuse qui a écrit un livre, mais que j'étais vraiment une, une autrice.
Puis encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'en suis une, mais j'avais besoin de prouver que j'en étais une à ce moment-là, puis que mon livre se valait au-delà de la curiosité des médias à potins ou que des gens, je voulais pas que des gens me lisent en espérant trouver des secrets sur moi ou sur ma sœur ou sur ma famille. Tu sais, je voulais vraiment que ça s'auto-suffise, en fait. Donc, ouais. Très bien. Alors, c'est l'heure de la photo de groupe. On fait toujours une photo de Oui! groupe à chaque rencontre. Préparez-vous et après, Stéphanie, avec plaisir pour nous lire un premier extrait du roman. Comme ça, vous allez entendre aussi le rythme et la voix. 3, 2, 1. Parfait. C'est parfait. Merci. Stéphanie, c'est à vous. Premier extrait, en fait, j'ai choisi les premières pages parce que ben, sont comme, je sais pas, sont comme vraiment importantes pour moi. Puis je trouve que c'est à ce moment-là où j'étais le plus proche de toucher à, à, à quelque chose de plus grand que moi, en fait. Donc, le chapitre s'appelle La nuit, je les entends mourir. J'habite quelque part où la nuit, j'entends les souris qui meurent. Clap, clap. Elles ne font pas de bruit, sauf des fois, elles se font prendre par la queue et courent avec le machin qui les suit. J'ai peur de les voir courir ou mourir. Si j'ai à aller faire pipi, je mets ma main devant ma face et je chante un, 2, 3, c'est le chat, même si c'est pas vrai, on n'a pas d'animal domestiqué, juste pour leur faire encore plus peur. Je me demande si on peut mourir de peur ou en perdre tous ses cheveux ou qu'ils deviennent tout gris. Titi dit que tous ses cheveux gris sont à cause de moi quand je ne suis pas contente. Je ne sais pas comment elle peut être pas contente quand c'est moi qui le suis pas, c'est-à-dire laissez-moi en paix avec ma souffrance. Notre maison n'est pas propre. Elle sent fort le café, la poussière, l'encens et la luzerne. Le mobilier est creusé par la forme de nos fesses. Petite dans mon cas, j'ai toujours la même place sur la causeuse. La terre des plantes est renversée, les verres ont des taches de doigts dessus, puis on trouve toutes sortes de cochonneries dans les assiettes quand on les sort de l'armoire, comme des crottes de on sait qui. Par contre, Titi fait très attention pour le respect de la propreté de l'extérieur, parce que c'est important. La rivière claire est toujours plus appétissante que la dégueuse. Si je dis ça, c'est en toute connaissance de cause. Au village, les deux rivières finissent par se rejoindre une à côté de l'autre. Une moitié coule claire et l'autre moitié coule brune, avec une coupure franche au milieu. Nous, notre demeure est installée juste après leur réunion, juste après que la brune a bruni sa moitié, et inutile de préciser quel côté je préfère. J'aime la fraîcheur de la nature quand elle est belle et me baigner. À l'école, on me demande c'est qui ta mère, c'est qui ton père. Moi, je n'en sais rien, j'ai Titi et c'est à peu près tout. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'elle était, je suis trop gênée, et puis c'est une drôle de question à poser, je trouve. Ce que je sais, c'est qu'elle est là depuis jusqu'au temps où je m'en souviens plus. Je sais pas si elle m'a mis son sein dans la bouche quand j'étais un jeune bébé pour du lait ou quoi, mais j'ai vu ça dans un catalogue l'autre jour et ça me gêne d'y penser avec Titi. Je sais pas si elle m'a fabriqué, ni si elle avait envie que j'existe dans la vie, ni rien. Je ne l'ai jamais appelée maman ou papa comme les autres à l'école avec ceux qui viennent les chercher. Titi me dresse en tout cas. Elle me chicane, elle me donne des choses, des becs. Elle me parle et elle fait le ménage. Certains soirs, elle se tire les cheveux et elle crie qu'elle va s'en aller pour de bon. J'imagine que c'est ce que les mères et pères font souvent. Voilà. Merci. Merci pour ce premier extrait. Les Québécois ne peuvent jamais s'empêcher de glisser une petite attaque sur les hommes, entre guillemets, sur les hommes avec un grand H, et notamment sur le réchauffement climatique. Et ça, c'est toujours appréciable. Justement, c'est quand même un roman, alors c'est pas un roman engagé sur la chose, bien sûr, mais il y a quand même des petits éléments qui sont distillés à droite à gauche et qui font penser que en effet, cette narratrice a un regard très lucide sur la situation actuelle, mais aussi sur la dégringolade, sur la violence, sur le réchauffement climatique, évidemment. Il y a des scènes magnifiques sur le fait que les paysages vont disparaître et que cette nature-là va forcément, peut-être à 10 ou 20 ans, va être totalement euh, invisible. J'aimerais que vous nous parliez aussi de ça, de cette volonté aussi par petites touches, de faire aussi quelque chose d'engagé par rapport à la violence et par rapport au monde actuel. Hmm.
Ça, c'est... On sent chez vous qu'il y a un potentiel pour aller plus loin, mais que vous réfrénez un petit peu aussi, et peut-être par Ouais. rapport au personnage public, je ne sais pas, mais on sent que vous avez Mm. envie d'aller plus loin. Ouais, c'est... Puis je pense que c'est pas un hasard que ça soit Titi qui soit la personne la plus engagée dans le livre. Tu sais, Titi, je la vois un peu comme une bohème, un peu, tu sais, vraiment très, très, très intéressée par... tu sais, je la vois zéro déchet un peu, là, tu sais, elle fait ses petites crèmes, puis elle composte, puis elle aime pas les emballages en plastique, là. Puis ça, c'est c'est proche de moi, puis en même temps, c'est loin. Je sais pas comment vivre. Tu sais, dans le passé, dans ma carrière, j'ai quand même été plus engagée au niveau environnemental, mais aussi au niveau social. Puis, j'ai arrêté de m'exprimer publiquement sur ces enjeux-là parce que de un, je me sentais, plus je vieillissais, puis on dirait plus mon regard s'asserrait sur ces enjeux-là, plus je me rendais compte que je faisais partie du problème, en fait, et je fais encore partie du problème. Donc, je me sens de moins en moins à l'aise de dire aux gens quoi faire alors que je suis pas capable de l'appliquer dans ma propre vie, mais aussi euh, parce que ça m'a attiré euh, des insultes, de la violence en ligne euh, et d'être pointée du doigt justement parce que j'étais parfois incohérente. Je trouve que quand on s'expose publiquement par rapport à certains enjeux, on devient, les gens nous mettent une loupe un peu sur nous, là. Puis là, on devient scruté. Puis là, il faut être cohérent partout. Puis si on dit qu'on veut faire attention à l'environnement, ben là, on peut pas avoir un tel type de voiture ou prendre l'avion ou aller en vacances. Puis je me suis sentie comme si j'avais envie d'essayer. Puis en ce moment, vous avez indirectement posé la question tout à l'heure, mais dans les 4 dernières années, j'ai vécu à la campagne. Puis pendant la pandémie, j'ai fait une espèce de retour à la terre, entre guillemets. J'ai fait de l'apiculture, j'avais des poules pondeuses, je faisais du compost, j'avais un jardin. J'ai essayé d'être le plus autosuffisante possible, là. Tu sais, comme l'hiver, je faisais des conserves. C'est drôle parce que le livre est venu bien avant ça. Puis quand j'ai écrit le livre, c'était quelque chose que j'aurais jamais imaginé pour moi-même. C'est-à-dire que je suis le genre de personne qui aime beaucoup les beaux vêtements, aller manger dans les restaurants chics. Et je suis plutôt embourgeoisée comme, comme personne. Mais c'est ça, pendant la pandémie, j'ai fait pas un retour à la terre, mais une espèce d'effort dans mieux comprendre comment un écosystème fonctionne, puis à essayer d'avoir le moins besoin possible de l'extérieur, c'est-à-dire apprendre à réparer des choses ou des trucs comme ça. Puis c'est drôle, c'est en penchant plus vers ça que je me suis rendu compte à quel point j'ai- pas que je me suis rendu compte, mais que je me suis dit à quel point j'avais été indigne et je l'étais encore de dire aux autres quoi faire puis de m'exprimer par rapport à ces enjeux-là. Parce que j'en connais si peu et j'en fais si peu surtout. Donc, je sais pas si c'était ça votre question, par exemple. Non, c'est très intéressant ce que vous dites. Une fois de plus, hein, cette lucidité-là, elle est aussi, c'est une honnêteté intellectuelle aussi dont vous faites preuve, donc c'est tout à votre honneur. Donc oui, c'était un petit peu ma question, bien sûr. OK. On va éviter les haters. On n'a pas encore parlé d'un personnage qui est important et qui est pas forcément détaillé, c'est Manet, ce Ouais. garçon qu'elle rencontre de l'autre côté de la rivière et qui va potentiellement bouleverser son existence. Je ne sais pas si on peut dire bouleverser, en tout cas, il va avoir un impact sur elle éminemment fort. Ce Mm. garçon-là, il n'est pas forcément très détaillé, il est brumeux, un petit peu comme l'ensemble du roman. Vous avez mis beaucoup de brume, de brouillard dans certaines situations. J'ai eu l'impression que vous vouliez semer des indices et jouer aussi avec le lecteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cette manière comme une sorte d'aquarelle, en essayant de peindre par moments et au contraire de faire flou,
il y a ce jeu de flou et de réalité que vous nous mettez devant les yeux. Oui, puis pendant que vous parlez, je me demande si ça, c'est quelque chose qu'il y a souvent dans mon écriture, pas en chanson, mais en littérature. C'est comme si j'avais du mal avec les codes classiques de la littérature, c'est-à-dire les formulations convenues et les formes convenues. Euh, c'est comme une façon, mais en même temps, je me dis, c'est peut-être une façon de me protéger aussi. C'est comme, comment je pourrais, là, en ce moment, je réfléchis en même temps que je vous parle, donc s'il vous plaît, ayez de l'indulgence, mais c'est comme si en faisant flou et en faisant plus créatif et plus artistique, entre guillemets, ça me permettait d'être moins exposée, mais aussi d'être moins critiquée, puis d'être moins pointée du doigt. J'ai vraiment de la difficulté à formuler ma pensée en ce moment, mais on dirait que quand un texte est structuré, a des marqueurs de temps, s'inscrit dans une époque nommée, géographiquement nommée, ça expose aux incohérences, ça expose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je C'est comme si. comprends. Ici, je comprends parfaitement. C'est intéressant tout ce que vous dites parce qu'au final, ce n'est pas forcément la vraie Stéphanie Boulet qu'on a totalement. Elle n'est pas encore totalement libérée. Non, exactement. Exactement. Puis je pense que c'est encore une fois de la pudeur puis de la crainte d'être euh, jugée, pointée, que je rajoute des couches de nuages là, dans mon écriture. Un peu comme, puis c'est drôle parce que je le fais pas du tout en chanson. Pas du tout, mais un peu comme les auteurs-compositeurs qui, en chanson, vont écrire des textes qu'on comprend pas vraiment de quoi ils parlent, qui sont très flous, qui sont très dans les métaphores. Tu sais, les chansons qui se terminent, puis tu te dis, j'ai aucune idée de quoi cette chanson-là parle. C'est aussi une façon de se cacher, puis de maquiller euh, nos lacunes, nos faiblesses, nos tics, nos. Ouais. Et alors, c'est à la fois surprenant parce qu'au final, votre premier lecteur reste quand même l'éditeur. Oui, Mais malgré ça, parce que vous ne vous soumettez pas comment dire, de fait et directement au lecteur dans un premier temps, mais malgré ça, quand même, vous avez cette protection. oui. C'est vraiment étrange. Je sais pas comment l'expliquer, honnêtement. Il y a une question intéressante, c'est justement pourquoi ne pas utiliser de pseudo alors? Ça aurait pu être une solution aussi peut-être ou plus libératrice pour votre écriture. Oui, Est-ce que ça a été oui, envisagé? ça a été envisagé. C'est pas exclu. Pour moi, il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'écrire dans ma vie que je n'ose pas écrire. J'ai de la poésie d'ailleurs qui dort dans mon ordinateur, euh, que par pudeur et par protection de certaines personnes, je n'ai jamais osé publier. Puis ça a été, je l'ai envisagé de publier avec un pseudonyme. Puis ça, c'est vraiment un manque de confiance en moi. Mais je me dis, s'il n'y a pas mon nom rattaché à un texte qui assure peut-être à un éditeur de vendre quelques copies, probablement que je ne serai jamais signée. C'est vraiment ça ma façon de le voir. Comme si je voudrais tellement que mes textes soient suffisants, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, je me dis qu'ils ne le sont pas, donc je me sens obligée de rattacher mon nom pour assurer à l'éditeur qu'il va au moins en vendre 10, tu sais. C'est vraiment ça. C'est terrible en même temps, c'est terrible. C'est terrible, mais en fait, c'est insupportable pour moi et pour les gens qui m'entourent. On espère en tout cas. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de la suite, vous ne vous êtes pas remis au roman. Il n'y a vraiment aucune,
aucun démarrage, il y a un thème qui vous sied, qui vous plaît, qui vous emporte en ce moment. Est-ce qu'on aura la chance d'avoir soit un recueil de nouvelles, d'ailleurs, ça aurait pu très bien être le cas, de la poésie, j'ai bien compris que pour l'instant c'était encore un peu trop tôt, mais qu'est-ce que vous avez sur le feu prochainement? J'ai un roman qui est qui aurait pu être terminé, mais qu'il faut encore que je retravaille parce que j'ai l'impression qu'il manque l'étincelle de magie qui ferait que ça mériterait d'être publié. Mais c'est un roman. Le thème qui m'a obsédée dans la dernière année, c'est un peu comme tout le monde, là, mais j'avais envie d'écrire une dystopie, en fait. Parce que j'écoutais beaucoup, beaucoup de séries, tu sais, pas Station 11. Je suis vraiment pas bonne dans les titres, là, mais j'ai écouté beaucoup de séries dans lesquelles c'est des petits groupes qui se retrouvent post-apocalypse ou juste suite à un accident d'avion, par exemple, qui se retrouvent dans une communauté où tous les... C'est un peu Lord of the Flies, là, comme une réinvention d'une nouvelle société. Il y a un livre pour enfants, d'ailleurs, au Québec, qui s'appelle La tribu qui pue de Élise Gravel, qui c'est un peu ça m'habitait beaucoup. Puis j'avais envie d'en faire euh, un peu comme une dystopie post-climatique. Puis j'ai 30 000 mots, là, le roman il est fini, mais c'est sûr et certain qu'il sortira pas comme ça parce que j'ai pas encore trouvé le bon angle, puis ça va me prendre encore 12 réécritures avant d'être satisfaite. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que parce que je ne lis jamais les quatrièmes de couverture, et quand je vous ai lu, j'étais quasiment persuadé au début du livre que ça allait être une dystopie, parce que l'atmosphère et que l'ambiance laissaient penser potentiellement qu'on arrivait à une dystopie aussi. Je trouve que l'ambiance, elle est totalement ancrée dans ça, donc c'en est pas une, mais ça aurait très bien pu Ah, l'être. ouais, c'en est pas une, mais c'en est. Il y a quelque chose de l'ordre de la dystopie, c'est vrai, vous avez 100% raison. Même Dans la l'espèce couverture. dans la bulle, là, Ouais. très opaque, on sent pas beaucoup le monde extérieur. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça me fait penser au Sanctuaire de Laurine Roux, qui est une autrice française là, mais qui est un peu dans le même état d'esprit, qui, elle, ça peut être apparenté à une dystopie, mais pour le coup, ça m'a beaucoup fait penser à cette atmosphère-là, très, euh, comment dire, centrée, autosuffisant, puisque vous utilisez souvent ce mot, l'autosuffisance. Clairement, elle aurait pu débuter sur une dystopie. J'aime beaucoup lire les fins aussi de les remerciements, parce qu'on remercie Mm. souvent dans les remerciements, il y a toujours aussi peut-être une part de genèse dans l'écriture, et là vous remerciez les éclipses et l'hiver, les amours et la solitude. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mots, et notamment l'éclipse, les éclipses et l'hiver? Est-ce qu'il y a un sens caché ou pas du tout? Oui et non. C'est ça, c'est vraiment très drôle. Là, je vais encore trop me dévoiler comme je fais d'habitude. Mais dans toutes les réimpressions, il y a eu des réimpressions premièrement au Québec, puis il y a eu cette version qui est parue en France. Dans tous les remerciements, il y a eu des nouveaux noms d'hommes et des noms qui sont disparus, en fait. J'ai vraiment bien fait de poser la Là, question. là, j'essaie de voir. Ben, vous voyez, si je faisais une réédition, j'enlèverais encore un autre nom. Puis j'en Génial. rajouterais, c'est ça. Donc, oui, là, je relis, là, donnez-moi 2 secondes. Mais c'est ça, tu sais, les amours et la solitude, euh, ça en dit long, là, ce que je viens de vous dire, là, qu'il y a des noms qui se rajoutent puis des noms qui s'enlèvent. C'est comme, on dirait que je passe ma vie à essayer de m'ancrer quelque part et avec des gens et à sortir parce que ça fonctionne pas.
Fait que je pense que un peu, tu sais, ça tourne un peu autour de tout ce de tout ce qu'on a nommé aujourd'hui. Mais tu sais, comme l'hiver, c'est vraiment ce que je vois dans ma tête, c'est vraiment le, la Suisse, les Alpes, ce paysage-là d'être au sommet d'une montagne dans un petit chalet. C'est sûr que ça a teinté l'histoire. Puis, il y a un autre voyage aussi que j'ai fait qui m'a... Mais ça n'a pas rapport avec les remerciements, mais il y a un autre voyage que j'ai fait qui m'a beaucoup inspiré, mais j'en parle dans le livre, c'est la Nouvelle-Orléans, en fait. Il y a une grosse partie du livre que j'ai écrite en Nouvelle-Orléans aussi. J'étais partie là en voyage toute seule. Puis, dans le fond, quand la narratrice, elle parle du voyage qu'elle veut faire, c'est ce voyage-là, en fait. Je pense que c'est Hélène dans le roman qui l'a fait. Dans le sud. C'est ça, exact. Je l'ai vécu à travers Hélène. Je l'ai fait vivre par Hélène, ce voyage-là, mais en réalité, j'ai écrit une grande partie à la Nouvelle-Orléans aussi. Est-ce que d'ailleurs, ça vous est venu à l'idée, avec votre sœur, d'écrire à quatre mains? Ça se fait de temps en temps. Est-ce qu'il y a eu potentiellement un projet d'écrire ensemble, puisque vous vous entendez si bien musicalement? J'imagine que ça doit aussi pétiller en littérature, sauf si vous avez des genres totalement différents, ça peut arriver, mais ça m'étonnerait. Mais est-ce qu'il y a eu ce projet-là aussi d'écrire avec elle? Oui et non. C'est drôle parce que ma sœur, la littérature, c'est vraiment pas sa tasse de thé, mais elle dessine. Puis moi, je sais pas absolument pas dessiner, là. Je suis vraiment la pire personne pour dessiner au monde, mais ma sœur est vraiment est très, très, très habile avec le dessin. Puis on avait comme projet, puis on a encore comme projet, je pense qu'un jour ça va se faire, mais on veut faire un livre pour enfants avec un livre illustré dans lequel elle ferait les illustrations, puis moi, je ferais le texte. Parfait, parfait. Avant de passer au deuxième extrait, j'aimerais que vous dévoiliez encore une fois, mais alors là, c'est pour la bonne cause, c'est pour nous conseiller un auteur québécois. Alors avec ces rencontres, on en a connu de nombreux, mais on en connaît peu au final par rapport à la masse de talents que vous avez là-bas. Si vous deviez conseiller un livre, tout à l'heure vous aviez parlé de Richard Desjardins, mais si vous deviez conseiller un livre, le livre québécois pour vous, mais en off, vous m'avez également dit que vous étiez fan de la littérature européenne et que vos classiques étaient davantage ciblés en Europe plutôt qu'au Québec. Oui. Vous en Euh, offrez deux, un européen et un québécois. ben, québécois, ça serait. Est-ce que vous connaissez Audrey Wilhelmy? Oui, Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? oui, oui. J'ai, je dirais, je me rappelle plus, mais je pense que c'est lait sang. Lait comme du sang, mais lait sang avec un S. Je pense que c'est le premier d'elle que j'ai lu. Puis ça m'avait. Tu sais, quand on parle de quelqu'un qui a vraiment une plume unique, puis un univers inimitable, là, ça serait pour moi Audrey Wilhelmy. Euh, Puis du côté européen, je suis pas capable d'en choisir un parce que j'ai la grosse brique écrire la vie de Annie Ernaux, mais tu sais, c'est sûr, c'est un cliché, là. Pas Je vois vous, du monde qui Stéphanie. rit. Non, pas vous, pas vous. Non, mais parce que je vais vous expliquer le running gag, c'est que je suis peu fan d'Annie Arnaud et donc à chaque Ah, à cause de l'autofiction? euh, entre autres, et à cause du côté plat de l'écriture. Mais, mais à chaque rencontre, ou presque, les auteurs citent Quelqu'un. Annie Arnaud, et c'est devenu un running gag, et tout le monde pense que c'était une sorte de prank en réalité, et qu'on me fait une blague. Mais non, je vous jure que les auteurs citent vraiment Annie Arnaud, sans que je, sans que je J'avais le fasse. aucune idée de cette histoire, je vous jure. C'est donc bien drôle. Donc Annie Bon, Arnaud, Annie Ernaux, la brique. la brique. La brique, c'est Écrire le la nom, vie. la brique. Parfait, parfait. J'adore. Mais c'est drôle que je sais que son style est considéré, j'ai lu souvent écriture plate, mais pour moi, c'est pas plat. Pour moi, c'est Comparé à vous, hyper. si. Hein? Comparé à vous, c'est très plat. Oui, vous trouvez? Ah bah, vous avez pas du tout, vous n'avez pas du tout une écriture plate. Au contraire, ça oscille. Il y a du rythme, il y a une voix, il y a un charme dans la voix, il y a une sorte de séduction. Il y a quand même différentes choses qu'on ne trouve
pas du tout chez Annie Ernaux. Je trouve ça vraiment intéressant. Parce que moi, dans ma tête, il y a quelque chose de coloré et je sais pas comment l'expliquer, mais dans le rythme puis la façon qu'elle a d'écrire, il y a quelque chose de pas normal, là. Je sais pas comment dire. De pas classique, de pas cliché, de pas. Mais c'est vrai, j'ai lu souvent que son écriture était considérée comme plate. Bon, après, c'est peut-être, on a souvent entre guillemets, l'exotisme québécois. Peut-être que vous avez Mhm. l'exotisme français aussi dans l'autre sens, hein, j'imagine. Tout à fait, oui, Ça peut aussi être vu ainsi. oui. Eh bien, c'est l'heure de nous lire un second extrait, Stéphanie, et qui n'est donc pas plat, celui-ci, je vous le confirme, sur. Ok, c'est plus court cet extrait-là. Euh, je le sais de toute façon que maintenant, je ne serai plus jamais toute seule parce que j'ai mes poèmes à emporter avec moi partout où je devrais aller pour combattre la vie avec mon costume de bois que je fabriquerai moi-même contre les morsures de loups ou de bipèdes. J'ai mes poèmes pour montrer à n'importe qui que je croiserai sur ma route que j'existe, que je suis moi et personne d'autre, et que moi, elle écrit et elle est artistique. J'ai mes poèmes pour gagner des sous pardon. J'ai mes poèmes pour gagner des sous. Je pourrais vendre commercialement ceux que j'écrirai pour des personnes spécialement. Et je sais où aller parce que je l'ai vu, là où les routes sont en vraies routes, là où ça ne pique pas les yeux et la gorge de se promener en galipette et à quatre pattes, contrairement à chez nous dans la poussière des cailloux. Je sais qui aller visiter si je veux suer et voir des choses, avoir peur et ne pas coucher dans mon lit. Je sais qui aller retrouver si je veux des secrets et faire des magies vaudou. Je sais dans quelle direction aller pour qu'il fasse chaud et que je puisse danser dans les couleurs de la nuit. Je sais où aller pour connaître les kangourous et les koalas, les marsouins et les phoques, les tatous et les paresseux, les hyènes et les guépards que je ne veux pas vraiment connaître sous prétexte qu'ils tuent. Je le sais parce que j'ai découvert des choses toute seule et ce n'est pas Titi qui va m'en empêcher, même si je suis grande du corps et petite du coco, comme tout le monde sait. Merci, Ça merci. fait écho avec beaucoup de choses dont on a Oui, parlé. tout à fait. Une dernière question, Stéphanie. C'est par rapport au fait que la narratrice est assez piquante. Elle est plutôt dans certaines phrases par rapport notamment à Caroline, qu'elle traite de nigaude, etc. Elle est plutôt piquante malgré son état. Ça, c'est plutôt toujours très intéressant. Mais par contre, elle s'excuse à chaque fois, juste derrière. Elle s'excuse constamment, comme si elle se rendait compte du mal qu'elle faisait. Mais ce que j'ai aimé surtout dans cette façon d'être, c'est qu'on est vraiment dans la tête de ce personnage. Mm, Et le langage que vous avez créé, cette langue que vous avez créée, elle est aussi, euh, elle est aussi incarnée parce qu'on voit souvent ce genre de personnage, ça arrive dans la littérature, mais qui parle de manière très éloquente, de manière très pompeuse. Là, pour le coup, non, on est véritablement dans la tête de ce personnage-là. Et ça m'a intéressé de voir qu'elle s'excusait. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'assumez pas totalement aussi et donc que vous faites peut-être dans la vie en lançant parfois une vacherie et en s'excusant juste derrière? tout à fait. Pour le personnage, c'est comme pour, euh, pour elle, il y a pas pour elle, c'est pas méchant de dire la vérité, en fait. Au fin fond d'elle-même, c'est comme si toutes les vérités étaient équivalentes. Autant c'est beau tes cheveux que j'aime pas ton pantalon aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment, c'est sa candeur, elle est 100% pure. Puis c'est comme si les choses sortent de sa bouche sans qu'elle le veuille au départ. Puis là, elle se rend compte que ça peut avoir blessé. Donc là, elle s'excuse, mais à la base, son intention est toujours pure. Puis oui, c'est définitivement. Mais tu sais, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, mais des fois, j'ai de la difficulté à savoir qu'est-ce qui se dit, puis qu'est-ce qui se dit pas, puis jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux pas aller. Tu sais, on me dit souvent que j'ai pas de filtre quand je parle, puis je passe ma vie à, à essayer de naviguer en étant honnête
et sincère, mais en même temps en n'en disant pas trop, puis en faisant attention, puis en me censurant parfois. Euh, Puis elle, évidemment, c'est ça, mais de façon c'est exacerbé quand même. Mais oui, c'est quelque chose qui m'habite, puis aussi que je trouve fascinant chez certaines personnes. Alors, j'ai encore une dernière question, et j'arrive pas à vous quitter apparemment. Euh, une dernière question par rapport au ressenti tout à l'heure, que vous parliez du ressenti et du mal-être parfois dans les critiques, etc. Comment il a été perçu ce roman-là au Québec, que ce soit par rapport à votre personnalité publique ou au contraire en tant qu'écrivain pur, comment il a été reçu, critiqué, encensé? Il a été retiré donc plusieurs fois apparemment, mais quelle a été sa vie au Québec? J'ai vraiment une très, très bonne réception par la plupart des médias. Euh, ce qui ressortait, c'était souvent justement le fait que le livre, euh, le livre était valable, peu importe si on aimait ou pas ma musique, en fait. Euh, Puis il y a eu des petites critiques que j'ai trouvées assez justes sur le fait que, je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez en Europe francophone, mais est-ce que vous dites ça des fois, c'est pivarder? Pas à ma Non? connaissance, mais c'est beau. Ben, comme si c'était un peu, je pense que ça serait pompeux, là, c'est que justement, ma façon de créer des images puis d'essayer de faire chanter la langue pouvait pour certains ou certaines, je pense que ça peut être saoulant pour certaines personnes, puis un peu, Il faut ouais, se faire la saoulant. langue. Il faut se faire la langue. Ça, c'est évident C'est que ça, quand on lit Annie Ernaux juste avant, vous lire juste après, ça dépote. ça, Ça, c'est c'est sûr. ça. Puis je pense que pour certaines personnes, ça a été, on dit, au Québec, on dit gossant, là, comme irritant pour certaines personnes, mais en général, les critiques ont été très, très bonnes, là. J'ai été vraiment agréablement surprise. Mm. Eh bien, tant mieux. On espère que ça continuera, que ce livre-là, on parle souvent de date de péremption d'un livre de 2 semaines, de 2 mois. Là, ça fait déjà plus de 6 ans. Il continue à avoir une autre vie ailleurs et je trouve ça admirable que l'Observatoire vous ait fait confiance Mm, pour mm. l'exporter en France. Moi aussi, j'en reviens toujours pas. Eh bien, il est temps de vous remercier, Stéphanie. Merci infiniment pour cette rencontre, ce moment. On n'est jamais déçu avec les auteurs et les autrices québécoises. Ça continue, le 100% continue. Donc, merci infiniment pour votre livre et pour vos mots ce soir et pour l'explication de cet univers-là qui est singulier et que je conseille forcément à tous les lecteurs parce que c'est un livre qu'on ne lit pas forcément ailleurs. Et on a l'impression que depuis quelques années, on lit des livres pas similaires, mais qui se rapportent à ce genre de personnage-là. Et au final, la précurseur, entre guillemets, c'est peut-être vous, parce que c'est Ah, 2016. Parce que finalement, c'est 2016. Et donc, vous passez, entre guillemets, avant tous ceux qui vous ont succédé. Et je trouve ça intéressant de voir l'évolution aussi de ce genre de personnage-là dans la littérature, parce que de plus en plus, les écrivains s'intéressent à ce type de personnage-là. Et je trouve ça surprenant de vous découvrir en 2023 avec ce texte-là, donc j'en suis ravi. Voilà. ben merci tellement. C'était vraiment un pur plaisir, bonheur. Merci à toutes les personnes qui ont passé ce moment. C'est ça. Je craignais qu'il n'y ait personne, donc je suis vraiment touchée que vous ayez pris ce temps-là pour venir nous écouter. Merci beaucoup, Puis Stéphanie. merci Anthony merci pour le temps et pour Au le cœur. revoir tout le monde. Au Au revoir revoir. Prenez soin de vous. Merci. aussi. Bye. Bye.